Chapitre 29 Genèse des fermiers capitalistes. Après avoir considéré la création violente d'un prolétariat sans feu ni lieu, la discipline sanguinaire qui le transforme en classe salariée, l'intervention honteuse de l'État favorisant l'exploitation du travail et partant l'accumulation du capital, du renfort de sa police, nous ne savons pas encore d'où viennent originairement les capitalistes. Car il est clair que l'expropriation de la population des campagnes n'engendre directement que de grands propriétaires fonciers. Quant à la genèse du fermier capitaliste, nous pouvons pour ainsi dire la faire toucher du doigt parce que c'est un mouvement qui se déroule lentement et embrasse des siècles. Les serfs, de même que les propriétaires libres, grands ou petits, occupaient leurs terres à des titres de tenure très divers. Ils se trouvèrent donc, après leur émancipation, placés dans des circonstances économiques très différentes. En Angleterre, le fermier apparaît d'abord sous la forme du bailiff, bailli, serf lui-même. Sa position ressemble à celle du willicus de l'ancienne Rome, mais dans une sphère d'action plus étroite. Pendant la seconde moitié du XIVe siècle, il est remplacé par le fermier libre, que le propriétaire pourvoit de tout le capital requis, semences, bétail et instruments de labour. Sa condition diffère peu de celle des paysans, si ce n'est qu'il exploite plus de journaliers. Il devient bientôt métayer, colon parciaire. Une partie du fonds de culture est alors avancée par lui, l'autre par le propriétaire. Tous deux se partagent le produit total, suivant une proportion déterminée par contrat. Ce mode de fermage, qui s'est maintenu si longtemps en France, en Italie, etc., disparaît rapidement en Angleterre pour faire place au fermage proprement dit, où le fermier avance le capital, le fait valoir en employant des salariés, et paye au propriétaire à titre de rente foncière une partie du produit net annuel, à livrer en nature ou en argent, suivant les stipulations du bail. Tant que le paysan indépendant et le journalier cultivant en outre pour son propre compte s'enrichissent par leur travail personnel, la condition du fermier et son champ de production restent également médiocres. La révolution agricole des 30 dernières années du XVe siècle, prolongée jusqu'au dernier quart du XVIe, l'enrichit aussi vite qu'elle appauvrit la population des campagnes. Note 48. L'usurpation des pâtures communales, etc., lui permet d'augmenter rapidement et presque sans frais son bétail, dont il tire dès lors de gros profits par la vente, par l'emploi comme bête de somme, et enfin par une fumure plus abondante du sol. Au XVIe siècle, il se produisit un fait considérable qui rapporta des moissons d'or aux fermiers comme aux autres capitalistes entrepreneurs. Ce fut la dépréciation progressive des métaux précieux, et par conséquent de la monnaie. Cela baissa à la ville et à la campagne le taux des salaires, dont le mouvement ne suivit que de loin la hausse de toutes les autres marchandises. Une portion du salaire des ouvriers ruraux entra dès lors dans les profits de la ferme. L'enchérissement continu du blé, de la laine, de la viande, en un mot de tous les produits agricoles, grossit le capital argent du fermier sans qu'il y fût pour rien, tandis que la rente foncière qu'il avait à payer diminua en raison de la dépréciation de l'argent survenue pendant la durée du bail. Et il faut bien remarquer qu'au XVIe siècle, les baux de ferme étaient encore, en général, à long terme, souvent à 99 ans. Le fermier s'enrichit donc à la fois aux dépens de ses salariés et aux dépens de ses propriétaires. Note 49. Dès lors, rien d'étonnant que l'Angleterre possédât à la fin du XVIe siècle une classe de fermiers capitalistes très riche pour l'époque. Note 50.